Rencontre stratégique au cœur d'une région où les ressources minières sont sujets à conflit. Ouverture des travaux ce jeudi à Kinshasa de la 8e réunion ordinaire des ministres en charge des mines des États membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. L'objectif étant de consolider la paix et la sécurité pour un développement durable dans la région. La nouvelle loi sur l'aménagement du territoire promulguée par le chef de l'État a été remise officiellement à l'administration du secrétariat général de l'aménagement du territoire. Oui, en charge des ministres, insiste sur les réformes qui doivent être d'application à partir de ce 12 août. La loi a été baptisée loi Guilo Ndomboyo. Célébrer le 31 juillet, la journée de la femme africaine est marquée par une cérémonie spéciale ce jeudi en hommage aux femmes déplacées. L'initiative est de la ministre des Affaires sociales Nathalie Aziza Mounana. Hausse du prix du carburant à la pompe, l'Angola compte 10 morts en 2 jours. 22 personnes ont été tuées, dont un policier, et près de 200 blessés. Plus de 1200 personnes ont été arrêtées à travers le pays. La crise a éclaté à Luanda après le lancement d'une grève des chauffeurs des minibus protestant contre le passage du litre d'environ 0,33 à 0,43 $ américains, une hausse jugée insupportable pour des millions d'Angolais. Bienvenue dans ce journal sur Télé 50. Kinshasa accueille ce 31 juillet la 8e réunion ordinaire des ministres en charge des mines des États membres de la conférence internationale sur la région de Grands Lacs. Cette rencontre stratégique au cœur d'une région où les ressources minières représentent à la fois une opportunité de développement durable. Consolider le mécanisme régional des certifications, principal outil de la lutte contre l'exploitation illégale de ressources naturelles dont la sous-région, tel est l'objectif principal de la 8e réunion ordinaire des ministres en charge de mines de la CIRGL. Dans son mot d'ouverture, le ministre congolais des mines, Kizito Pakapomba, a salué la volonté du gouvernement congolais à faire de ressources naturelles de la République démocratique du Congo un levier de paix, de transparence et de prospérité pour la région, avant de reconnaître les avancées de la RDC, dont l'évaluation des 6 outils de l'initiative régionale contre l'exploitation illégale de ressources naturelles. Ce mécanisme est la réponse collective que nous devons formuler pour rompre les liens entre minerais et conflits. Il est la clé de voûte de tout effort de formalisation, de traçabilité, de légitimisation de notre commerce minier, car sans lui, nous ouvrons la porte à l'anarchie, aux groupes armés et aux mafias transfrontalières. C'est pourquoi, plus que jamais, sa pleine application doit être une priorité absolue pour chacun de nos États. Prenons la parole à son tour. Le ministre congolais en charge de l'intégration régionale, Maître Didier Mazinga, a remercié le président de la République, Félix Tshisekedi, pour la stabilité de la région des Grands Lacs et son implication pour la tenue de cette réunion. À l'issue de cette rencontre, plusieurs recommandations ont été formulées pour accélérer la mise en œuvre du MRC et mettre fin au flux illicite des minerais, à savoir le renforcement de la mise en œuvre du MRC par des audits indépendants, des appuis techniques ciblés et des mécanismes de sanctions. La création d'une task force régionale pour soutenir les enquêtes sur les chaînes d'approvisionnement sensibles. L'opérationnalisation rapide du laboratoire régional en Tanzanie afin de garantir la traçabilité et la crédibilité des minerais certifiés. Puis la solidarité régionale. Tous ensemble, redonnons espoir aux femmes déplacées internes de la police nationale congolaise et leurs dépendants. C'est le thème retenu à Kinshasa pour la célébration de la journée des femmes africaines. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a organisé une cérémonie spéciale ce jeudi en hommage aux femmes déplacées. À l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine, une cérémonie officielle a été organisée par le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, en hommage aux femmes policières déplacées internes, sous les thèmes « Tous
Ensemble, redonnons espoir aux femmes déplacées internes de la police nationale congolaise et à leurs dépendants. Portée par un engagement de solidarité, cette manifestation a été initiée par Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale. Elle s'est déroulée sous les signes du respect, de l'unité et de la reconnaissance envers ces femmes, souvent oubliées, mais essentielles à la cohésion du tissu social congolais. Dans son intervention, la ministre Nathalie Aziza Mounana a salué le courage, la résilience et le dévouement de ces femmes, réaffirmant la volonté de son ministère de bâtir une société plus inclusive et solidaire, tout en soulignant que cet engagement s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la mise en œuvre du programme gouvernemental dirigé par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Nous avons la grâce et la faveur de Dieu d'avoir un président social, humanitaire, compatissant et plus proche de son peuple. Le commandant suprême est déterminé à ce que chaque Congolaise et Congolais trouve soutien, justice et dignité. J'en appelle à une solidarité accrue, à un soutien constant et à des actions concrètes pour garantir les droits, la sécurité et le bien-être de ces femmes déplacées internes. Madame Kapata Alongaboni Thérèse, présidente de l'Association des épouses des policiers pour le développement, dans son allocution, elle a exprimé sa gratitude envers les ministres pour son implication, soulignant que les objectifs de cette journée ont été pleinement atteints. Parmi les personnalités présentes figure la vice-ministre de l'Intérieur, l'ancienne ministre du Genre, Famille et Enfants, l'ambassadrice du Gabon en République démocratique du Congo, plusieurs députés nationaux et provinciaux, l'épouse du chef d'état-major des FARDC, également présidente de l'association des épouses des militaires. La cérémonie s'est clôturée par une distribution de biens non alimentaires aux femmes sinistrées et aux veuves des policiers, dans une ambiance empreinte de solidarité et d'émotion, au grand soulagement des bénéficiaires. Le vice-premier ministre de la Défense, Guy Kabongo, poursuit son itinérance dans les unités des forces armées congolaises en vue de palper du doigt les réalités sur le terrain. Il s'est rendu à l'état-major forces terrestres ainsi qu'à la première zone de défense où il a tenu une séance de travail à la force terrestre. Un briefing sectoriel lui a été fait par le chef d'état-major adjoint de ce secteur. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Maître Guy Kabongo Mwadianvita poursuit son itinérance dans les unités des forces armées congolaises. Cette fois était le tour de l'état-major forces terrestres ainsi que la première zone de défense où quelques séances de travail ont été tenues avec les unités. À la force terrestre, un briefing sectoriel lui a été fait par le chef d'état-major adjoint de la force terrestre, le général-major Ilunga Edmond, qui a plaidé pour l'anticipation et la préparation des unités pour faire face aux enjeux de l'heure. Il a ainsi sollicité le renforcement en hommes dans les rangs des FARDC ainsi que les recyclages ponctuels pour l'armée des terres, avant de saluer les différents mouvements du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et anciens combattants sur terrain, qui ont conduit à la connaissance des réalités pour des solutions à trouver dans l'immédiat. Maître Guy Kabongo Mwadianvita a promis de s'investir pour une armée dissuasive, patriotique, équipée, répondant à la vision du commandant suprême, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai voulu me rendre compte moi-même de vos conditions de travail, mais résoudre aussi en même temps quelques problèmes aigus, les problèmes les plus urgents. Deuxièmement, faire un rapport non complaisant au commandant suprême. Décider ensemble que nous devons rendre effectif le trinôme FEC pour que nous puissions bâtir une armée nationale, républicaine, professionnelle, forte et capable de défendre l'intégrité de notre territoire national et sécuriser les Congolais. Une armée dans laquelle le népotisme, le clanisme, le tribalisme n'ont pas leur place. Le ministre a visité les locaux du bâtiment administratif. Il a ainsi échangé avec les personnels administratifs avant de se diriger aux installations de la première zone de défense pour inauguration des installations rénovées du commandement et des contrôles de la première zone de défense.
Cérémonie empreinte de reconnaissance. Samuel Mbemba Kabouya, ministre d'État à la justice ad interim, a honoré les officiers pénitentiaires de la MONUSCO pour leur engagement en faveur de la paix en RDC. Ces derniers ont reçu des médailles après avoir accompli avec succès au moins 6 mois de service. Le ministre de la Justice a dit intérim Samuel Mbemba Kabouya a pris part à la cérémonie de remise des médailles aux officiers pénitentiaires ayant accompli avec succès au moins 6 mois à la MONUSCO. Cette cérémonie a eu lieu dans la salle Town Hall de la MONUSCO UTEX Africa en présence de Bintou Keïta, représentante du secrétaire général de l'ONU en RDC. Prenant la parole, Samuel Mbemba Kabouya a salué l'apport de ses officiers dans la quête de la paix en RDC et a à la même occasion salué la coopération entre la RDC et la communauté internationale via la MONUSCO. Tout l'honneur était pour moi de représenter le gouvernement, mais en particulier le ministère de la Justice à cette cérémonie. Et donc, je leur ai adressé un message de gratitude de la part du peuple congolais à travers le ministère de la Justice, mais aussi un message d'encouragement. C'est ainsi que, à la fin de mon propos ou de mon discours, j'ai souhaité longue vie à la coopération internationale. Après la remise des médailles, la cérémonie a été clôturée par une séance des photos de famille. Je le disais en titre, après sa promulgation par le chef de l'État, la loi sur l'aménagement du territoire baptisée loi Guilo Ndomboyo a été remis officiellement au secrétariat général pour sa mise en application à partir du 12 août prochain. La cérémonie s'est déroulée ce jeudi en présence d'un public mixte composé des hommes politiques et experts du secteur de l'aménagement du territoire, des secrétaires généraux. Et pour le ministre d'État, cet outil vient remettre de l'ordre dans la gestion des espaces en République démocratique du Congo. Par ce geste, la loi numéro 25/045 est remise entre les mains de l'administration du secrétariat général de l'aménagement du territoire. Bon usage. Vous avez donc cette lourde responsabilité adaptée de ce jour d'offrir aux Congolaises et aux Congolais un territoire résilient. Le secrétaire général à l'aménagement du territoire, Dieudonné Mentou, a salué la vision éclairée du chef de l'État tout en exprimant l'admiration de l'administration envers le ministre d'État, Maître Guilo Ndomboyo, artisan de la matérialisation de cette grande réforme. Dans cette loi, l'accent sur la cohérence des politiques publiques et la participation de toutes les parties prenantes, y compris les communautés locales et le peuple autochtone. Et pour ces efforts, la société civile a souligné l'engagement sans faille du ministre d'État pour doter le pays d'un outil stratégique de gouvernance territoriale. Maître Guilo Ndomboyo a mis en lumière les atouts majeurs de cette loi, fruit de la vision du chef de l'État portée par le gouvernement. Cette loi qui va commencer à s'exécuter dès le 12 août, parce que conformément à l'article 141 de la Constitution, 30 jours après la publication par le journal officiel, la loi va être en application. Nous sommes donc prêts, non seulement avec les personnes qui doivent constater les violations des dispositions de cette loi, à savoir les inspecteurs de l'ONAT, l'Observatoire national d'aménagement du territoire, qui ont été formés et ont été assermentés pour que cette grande vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, coulait sous forme du pilier 3, pour un du gouvernement que dirige Madame la Première ministre Judith Suminwa Tulukwaa. La gouvernance territoriale de la RDC vient de franchir un cap décisif. Dès le 21 août 2025, la loi entre en vigueur et tout projet d'infrastructure et d'utilisation de l'espace physique devra obtenir un avis de conformité conformément aux nouvelles dispositions légales. COP30, en marge de la tenue de ce rendez-vous de novembre 2025 à Belém, le gouvernement congolais, par le biais du ministère de l'Environnement et Développement durable, a étalé sa feuille de route ce jeudi. Le Brésil veut organiser une COP de solutions et F. Bazaïba vient avec des propositions concrètes. À Belém au Brésil, le sommet des Nations Unies sur le climat mettra les dirigeants mondiaux face aux dures réalités du changement climatique et des inégalités. À 4 mois de la tenue de ce sommet, la RDC vient proposer la meilleure façon de s'attaquer à un problème
que de le regarder en face, même s'il est inconfortable. Juste après le point Foucault Climat, on fait le compte rendu de la SB 62. Depuis 1992, la RDC est toujours, et alors toujours, présente dans toutes les conférences des partis relatives à cette convention dite au changement climatique. Cette fois, F. Bazaïba revient à l'estrade pour évoquer les priorités et points de vue de la participation de la RDC à la COP30. À Belém, qu'est-ce qui va se passer? De là où nous serons, on sera en contact avec eux par le système de téléphone. Il y a un programme qui est placé où nous allons les voir et on leur dit, on calcule par satellite aussi, par les gens qui seront sur place. Voilà les efforts que vous avez fournis à respecter les écosystèmes, à aider à la restauration. Vous avez gagné autant, comme un peu le système d'envoi de monnaie électronique. Et on calcule ces efforts, il y a des quotités et on transfère l'argent directement. Et la personne qui sera à Ingende, à Lukolela, à Songololo, qui avait participé à ça, voit entrer comme le message électronique. Clic, clic, vous avez reçu autant pour les efforts que vous avez faits. Pendant toute une année, vous n'avez pas mis les feux dans la brousse. Dans les villes où se sont tenues les conférences précédentes, comme Bali, Cancun, Paris, Sharm el-Sheikh et Dubaï, les pays hôtes ont fait étalage de leurs équipements et de ce que leurs communautés ont fait pour lutter contre le changement climatique. Mais cette année, la conférence se tient dans une ville très pauvre au bord de l'Amazonie afin de démontrer ce qui doit être fait. La journée s'est clôturée par une série d'échanges avec la presse et les participants. Enfin, les patients peuvent respirer après la décision prise par le gouvernement et le banc syndical des personnels soignants de mettre fin à la grève dans le secteur qui a duré plusieurs mois. Les deux parties ont convenu de se retrouver dans une semaine pour évaluer l'exécution de la décision. Les syndicats du secteur de la santé, représentant les personnels médicaux, paramédical et administratifs, ont décidé de suspendre leur mouvement de grève observé dans les hôpitaux publics et les services administratifs. Cette décision fait suite à la réunion tenue le 30 juillet 2025 entre les représentants syndicaux et les bancs gouvernementaux, composés du VPM en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao, du ministre d'État en charge du budget Aimé Boji et du ministre de Santé Roger Kamba. À l'issue de cette réunion, de plus de 5 heures d'échange, le gouvernement a pris une série d'engagements concrets concernant notamment les décaissements par la Banque centrale des fonds pour la paye complète du T2 attendu par l'ensemble du personnel de la santé. Nous avons exigé à ce que le gouvernement puisse pas seulement prendre des engagements, mais pouvoir déjà passer à l'exécution de ces engagements-là. Le gouvernement s'est engagé à pouvoir payer la paie complémentaire pour les T2, pour l'ensemble du personnel de la santé. Le gouvernement nous a rassuré que la Banque centrale a déjà libéré le fonds vers les banques commerciales. Et je pense que très rapidement, tous les agents et cadres du secteur de la santé vont pouvoir entrer en possession de cette paie complémentaire. Par ailleurs, le gouvernement a accepté de nous payer à partir du 15 août la paie complémentaire pour prendre en charge l'alignement des agents du secteur de la santé, mais aussi exécuter le 3e palier du logement et du transport pour les médecins, ainsi que les 10% pour les autres professionnels de santé. Nous avons aussi pris des engagements de pouvoir suspendre provisoirement le mouvement qui s'observe dans tous les hôpitaux de l'État et même dans l'administration, provisoirement, en attendant que la base puisse nous donner la conduite à tenir. Les deux parties ont convenu de se retrouver le mercredi 6 août 2025 pour évaluer l'état de l'exécution des engagements pris. Ce jeudi à Kinshasa, dans la salle Le Capitole de l'hôtel Rotana, le ministre des Hydrocarbures, Emissa Kombi Molendo, accompagné de la vice-ministre Wivine Molika, a inauguré un atelier national dédié à la révision de la loi numéro 15/012 du 1er août 2015 qui régit le secteur des hydrocarbures. 10 ans après sa promulgation, cette loi a prouvé ses limites, d'où l'objectif de la réviser, l'interroger et l'adapter à un monde en pleine mutation.
Autour du patron des hydrocarbures congolais, Aimé Sakombi Molendo, et de la vice-ministre Wivine Moleka, des cadres et agents, cet événement a également rassemblé plusieurs sénateurs, députés nationaux, ainsi que des ministères de la communication et des médias, de ressources hydrauliques et de l'électricité. Au centre, réformer cette loi vers une gouvernance énergétique moderne et durable. Dans son allocution, le ministre Sakombi Molendo a d'abord dressé un état des lieux du secteur congolais des hydrocarbures, soulignant ensuite l'importance et l'urgence de réviser ces codes en vigueur depuis 10 ans. Mesdames et messieurs, les ressources naturelles, et en particulier les hydrocarbures, sont un maillon important de notre écosystème, notre géopolitique et notre souveraineté énergétique. Mais les règles qui encadrent leur exploitation doivent évoluer pour répondre aux défis de notre temps, particulièrement ceux de la transparence, de la durabilité, de l'innovation et de l'attractivité. La législation actuelle, qui a servi de socle pendant une décennie, présente l'avantage de regrouper les activités du secteur des hydrocarbures en un seul texte et d'innover à travers le renforcement de la protection de l'environnement. En outre, le ministre a mis en avant l'ambition audacieuse du président Félix Tshisekedi de revitaliser ces secteurs clés pour attirer de nouveaux investissements en accord avec les axes stratégiques du programme gouvernemental dans un contexte mondial en perpétuelle évolution. Les messages de soutien au gouverneur Jacques Boula se multiplient. La dernière en date est celle de la communauté Luanzo Lwamikuba qui apporte son soutien au gouverneur et en même temps, elle réaffirme son attachement au président de la République, Félix Tshisekedi. Nous, peuple sangaphone, fidèles au soutien aux institutions légalement établies, tenons une fois de plus à soutenir le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance qu'il a toujours placée à notre digne fils, le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Nous citons Jacques Kabula Katwe, l'homme qui fait preuve de la vision. L'homme qui fait preuve de la vision du chef de l'État dans la dite province. Le Luanzo Lwamikuba soutient son digne fils, le gouverneur Jacques Kabula Katwe, qui a été élu par nos députés provinciaux du Haut-Katanga. Par ailleurs, le Luanzo Lwamikuba salue la sagesse du vice-premier ministre de l'Intérieur, des décentralisations et affaires coutumières, qui fait preuve de la stabilisation des institutions légalement établies, conformément à la loi de la libre administration des provinces. En attendant le retour de notre digne fils, le gouverneur élu démocratiquement, nous demandons à tous les membres de Luanzo Lwamikuba de rester aux aguets pour lui réserver un accueil chaleureux et digne de son rang. Et en collaboration avec le ministère de Finances, le ministère de la Fonction publique a lancé la 10e session 2025-2026 à l'École nationale d'administration. Pour cette session, la particularité est mise sur la méritocratie comme critère principal d'éligibilité. Pour les hommes, et pour les femmes, le recrutement est lancé. Lancement du recrutement pour la 10e promotion de l'École nationale d'administration en République démocratique du Congo pour la session 2025-2026. Ce lancement a été marqué par une conférence de presse présidée par le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, qui dans son allocution a insisté sur le fait que l'administration publique constitue la colonne vertébrale de l'action gouvernementale, car c'est elle qui a la charge de mettre en œuvre les politiques publiques dans tous les secteurs de la vie nationale. L'ENA est reconnu pour sa rigueur et son sérieux dans le processus de sélection et de recrutement. On a mis en place un certain nombre d'outils pour accompagner les futures candidates et les futurs candidats.
d'abord un guide des préparations au concours. La période qui commence, c'est la période de réception des candidatures. Ça va jusqu'au 9 août, c'est du 31 juillet aujourd'hui jusqu'au 9 août. Après la réception de candidatures, ce sera la période de traitement. Et après, ce sera les épreuves. D'abord l'épreuve écrite et après, pour ceux qui seront retenus, l'épreuve orale. Les candidats intéressés sont invités à préparer leur dossier avec un accent mis sur le mérite comme critère principal d'éligibilité. Une application web et mobile, Miena, a été mise en place pour guider les candidats à chaque étape du concours, offrant un accès sécurisé et des informations sur les modalités des candidatures. Et les gouverneurs des provinces sont instruits de sensibiliser les candidats potentiels pour encourager leur participation. Et dans une déclaration tenue mercredi 30 juillet à Lubumbashi, l'FDCA au Katanga, que dirige Tekla Pongi Muyomba, exprime sa compassion envers la population de l'Est de la RDC et son autorité morale. Modeste Bahati Lukwebo, victime du vol, pillage et destruction méchante de ses biens dans le territoire de Kabaré par les éléments de la FCM 23, la FDC au Katanga, la FDCA au Katanga félicite son autorité morale pour la promptitude et la clairvoyance avec lesquelles elle a été le premier à soutenir l'accord de Washington et la déclaration de principe de Doha. C'est avec consternation que nous continuons à assister désagréablement à des exactions et atrocités commises par l'agresseur dans la partie est de notre pays, en tuant, massacrant, violant et détruisant au quotidien de bien des paisibles citoyens innocents, malgré la volonté politique et diplomatique de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de retrouver pacifiquement la paix avec les pourparlers de Nairobi, SADC et EAC, Luanda, Doha, Washington et la cohésion nationale. Parmi les victimes, l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, dont ses biens confisqués, sa résidence à Katana transformée en champ de combat, sa cimenterie de Katana et son usine de tomates de Kacheke vandalisée et pillée par M23 AFC, plongeant ainsi plus de 2000 compatriotes en chômage. L'AFDC a au Katanga compatit avec la population vivant dans cette partie est en général et avec son autorité morale, l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat en particulier, qui continue à payer impuissamment les prix des affres de la guerre. L'AFDCA au Katanga réitère également les félicitations de son autorité morale au président de la République, garant de la nation, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême, et compte sur sa détermination à poursuivre les efforts politiques, diplomatiques et militaires, tout en demandant à nos compatriotes de continuer à lui faire confiance pour le retour définitif de la paix dans cette partie est de notre pays, avec la main toute puissante de notre Dieu. Action pour un renouveau du sénateur Vuna Bandi n'a jamais fait partie du groupe rebelle M23 et n'en a pas l'intention. Il mène un combat noble pour soutenir les actions du gouvernement toute liberté et l'égalité. C'est ce qui ressort de la déclaration des cadres et membres du parti qui dénoncent des folles rumeurs qui courent dans les réseaux sociaux et médias traditionnels, cherchant à salir la réputation de certains notables de la province du Sud Kivu. Le parti dit se réserver de saisir les instances judiciaires. Nous, jeunes du parti politique Action pour un Congo nouveau, ACN en sigle, dénonçons et condamnons avec la dernière énergie les inepties débitées par M. Abiyarimana Mbeti Jean-Claude, alias Jules Mulumba, et le mettons en garde quant à son élan de diffamation, d'imputation dommageable et de propagation de faux bruits. En effet, le sieur Abiyarimana Mbeti alias Jules Mulumba, aux allures d'un émergème accablé par le poids des plaintes des familles des victimes,
et de ses multiples crimes d'enlèvement, de torture et d'assassinat avec sa bande dans le Nord Kivu en général et à Goma en particulier, tente désespérément de jouer à la diversion, à s'autoproclamer Muzalendo et en cherchant, motivé par une haine non justifiée, à ternir l'image de l'honorable Célestin Vunabandi, l'accusant faussement d'avoir envoyé quelques membres de son parti politique à adhérer tristement au célèbre mouvement terroriste du M23. Ainsi, dans une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux, le surnommé Gilles Mulumba se permet de mentir à ciel ouvert en faisant passer pour membre de la scène quelques adhérents du mouvement du 23 mars. Sur ce, la jeunesse de la scène donne des précisions vérifiables sur des fausses allégations phares du triste célèbre Gilles Mulumba. M. Rémi CJOB, qu'il cite, avait démissionné de la scène en 2022 et s'est même présenté aux élections de 2023 comme candidat député national de l'UDPS dans la circonscription électorale de Goma-Ville. C'est un fait vérifiable et bien connu de l'ensemble de la population de Goma. Je crois que vous avez tous corrigé avec moi. C'est plutôt Action pour un nouveau Congo, ANC en abrégé, parti cher à Célestin Vunabandi. Je le lisais, plus de 66 000 candidats ont passé ces épreuves sur toute l'étendue de la province, y compris dans les zones sous occupation. On parle bien sûr du Nord Kivu. Pas d'incident majeur à signaler malgré quelques absences signalées dans certains centres au Nord Kivu. À la veille de la clôture de ces épreuves nationales, Priska Luanda Kamala, coordinatrice principale du gouverneur en charge de l'éducation, avec dans sa suite le directeur provincial et l'inspecteur principal provincial de la province éducation du Nord Kivu 2, a fait la ronde de quelques centres de passation dans les sous-divisions de Butembo 1 et Butembo 2 pour se rassurer du bon déroulement de l'examen d'État, cela après l'étape de Béni. Toi, tu es venu de quelle école? L'Institut technique animal. Kanyabayonga. Il était important que nous puissions venir ici à Butembo pour superviser comment ça se passe aussi ici, et notre impression est que les élèves sont bien débrouillés, ils travaillent bien et ils passent l'examen dans de bonnes conditions. Nous tenons à féliciter nos équipes techniques. Nous avons foi à nos élèves. Même si nous faisons face à cette guerre nous imposée par les M23, le gouverneur des provinces, le général-major Somo Kakule Evariste, tenait à ce que tous les enfants du Nord Kivu passent l'examen dans la tranquillité. Le Nord Kivu, une province martyre, Priska Luanda Kamala a réitéré les remerciements de l'autorité provinciale au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi qu'au gouvernement central d'avoir pris en charge la totalité des frais de participation de tous les élèves du Nord Kivu, candidats à toutes les épreuves certificatives. Il faut en profiter pour honorer la province par de bons résultats. Nos élèves du Nord Kivu n'ont rien payé. À tous les examens certificatifs, nous remercions infiniment ces soucis de notre président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et il a fait à ce que nous ayons d'abord la gratuité dans notre pays, mais aussi à travers son gouvernement, les frais de participation à l'examen d'État. À la clôture de ces épreuves, l'autorité provinciale interdit des agissements barbares pour tous les candidats, les appelant plutôt à attendre les résultats dans le calme. Dans le cadre, plutôt pour remettre de l'ordre dans le secteur de la santé au Nord Kivu, le gouverneur de province a mis en place une mission de contrôle physique et d'enquête des cadres et agents de ce secteur sur toute l'étendue de la province. L'objectif est aussi de maîtriser leurs effectifs. Après la conférence des gouverneurs qui s'est tenue à Bolivie, le gouverneur de province a tenu à mettre en place une commission qui est chargée d'enquêter sur le contrôle des agents et cadres du secteur de la santé. Raison pour laquelle il a signé un arrêté qui met en place cette commission. Et ça fait déjà 7 jours que la commission est sur le terrain. On a commencé dans la zone de santé de Béni,
Boudembo et de Boudoir, c'est pour un contrôle physique des agents et cadres qui travaillent dans le secteur de la santé. Et pour les agents, c'est un ouf de soulagement parce que nous sommes dans la province du Nord-Kivu, nous sommes une province en guerre et nous avons beaucoup d'agents qui ne sont pas payés il y a de cela 10, 15 ans, voire même 20 ans. Et c'était très important que ces héros qui travaillent sur le terrain, le rapport sera donné à qui de droit parce que notre gouverneur de province, le général-major Somokaku Logariste, tient à ce qu'on puisse maîtriser les effectifs de tous les agents et cadres qui travaillent dans le secteur de la santé. C'est une sorte de numérisation de ce secteur et nous avons la foi que le ministre de la fonction publique et le ministre de la santé pourront faire bénéficier des agents de la province de Nord-Kivu travaillant dans le secteur de la santé de la prime de risque mais aussi du salaire parce qu'ils travaillent jour et nuit comme vous avez suivi les témoignages mais sans percevoir quoi que ce soit. C'est sûr que nous avons quelques agents qui sont payés, mais ça ne représente même pas la moitié de ceux qui travaillent dans notre province. Et je le disais en titre, la capitale angolaise est secouée par des pires violations en raison de la décision du gouvernement d'augmenter les prix des carburants fortement subventionnés. Depuis lundi, au moins 22 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres ont été blessées lors des manifestations à Luanda et dans différentes villes du pays. La décision du gouvernement angolais d'augmenter les prix des carburants a provoqué la colère des populations qui sont descendues dans les rues pour s'y opposer. Des violentes manifestations accompagnées des nombreux pillages des magasins d'alimentation ont secoué la capitale depuis lundi, poussant la police à intervenir pour tenter de rétablir l'ordre. Bilan, plus de 20 personnes ont été tuées. Le gouvernement s'est justifié en affirmant que la baisse des subventions au carburant devait permettre de financer la santé et l'éducation selon les recommandations du Fonds monétaire international. L'opposition angolaise, quant à elle, a dénoncé une grave crise économique et sociale due à des politiques déconnectées de la réalité du pays. Au-delà de la capitale Luanda, ces manifestations violentes se sont également étendues à l'intérieur du pays. Plusieurs ONG de défense des droits de l'homme, dont Amnesty International, pointent du doigt la police angolaise, l'accusant d'usage disproportionné de la force. Le président angolais Joao Lourenço n'a pas encore réagi, mais les manifestants, eux, promettent de poursuivre avec leur démarche jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Notons que les violences d'une telle ampleur n'ont pas eu lieu en Angola depuis plusieurs années. Et prenons le rappel des principaux titres. Rencontre stratégique au cœur d'une région où les ressources minières sont sujets à conflit. Ouverture de travaux ce jeudi à Kinshasa de la 8e réunion ordinaire des ministres en charge de mines des États membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. L'objectif étant de consolider la paix et la sécurité pour un développement durable dans la région. La nouvelle loi sur l'aménagement du territoire promulguée par le chef de l'État a été remise officiellement à l'administration du secrétariat général. Le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire insiste sur les réformes qui doivent être d'application à partir de ce 12 août. La loi a été baptisée loi Guilo Ndomboyo. Célébrée le 31 juillet, la journée de la femme africaine est marquée par la cérémonie spéciale ce jeudi en hommage aux femmes déplacées. L'initiative est de la ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana. Et puis hausse du prix du carburant à la pompe, l'Angola compte des morts. En 2 jours, 22 personnes ont été tuées, dont un policier et près de 200 blessés. Et plus de 1200 personnes ont été arrêtées à travers le pays. La crise a éclaté à Luanda après le lancement d'une grève des chauffeurs de minibus protestant contre le passage du litre d'environ 0,33 à 0,43 $ américains, une hausse jugée insupportable pour des millions d'Angolais. Ce journal est complètement terminé. À tous, merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.